Bonjour Gilles Kepel, professeur des universités, islamologue, orientaliste, on pourrait dire aussi auteur de très nombreux ouvrages, et notamment sur l'islamisme. Vous publiez Prophète en son pays, c'est aux éditions de l'Observatoire. Gilles Kepel, il y a en ce moment le procès des complices de l'assassinat de Magnanville, un couple de policiers. Cette affaire vous rappelle quelque chose de très personnel, Gilles Kepel? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je me suis rendu à l'ouverture du procès à la cour, puisque à la fin de cet épisode terrible, après que le tueur, la Rossi Aballa, avait sauvagement poignardé à mort le commandant de police Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Zenika Schneider à leur domicile, devant les yeux de leur petit enfant de 3 ans, monstrueux, le tueur a lu une liste de gens qui étaient condamnés à mort, des mécréants, etc., en tête de laquelle je figurais. Et ça m'a fait 17 mois de protection policière. Et bien sûr, j'étais très curieux de connaître les tenants et les aboutissants, puisque lui-même est mort. Un accusé comparaît, accusé de complicité. La cour décidera ce qu'il en est, effectivement. Et c'était bien sûr très impressionnant de voir ça, parce que autant pour l'attentat aux bonbonnes de gaz à Notre-Dame qui était raté, ou l'assassinat du père Hamel, le procès va se dérouler à Saint-Étienne-du-Rouvray, on a un peu toute la chaîne de commandement depuis Rachid Kassem, qui était un djihadiste oranais de Roanne, basé à Raqqa, qui donnait les instructions, faisait se rencontrer les gens à travers sa chaîne Telegram, etc. Autant pour Magnanville, on ne sait pas comment il a décidé d'agir et comment cette liste s'est retrouvée entre ses mains. Il était lui-même, comme l'avaient dit ses avocats dans un procès pour lequel il avait été condamné précédemment, intellectuellement assez limité. Oui, le livre s'appelle Prophète en son pays, Gilles Kepel, aux éditions de l'Observatoire, je le disais. Vous y racontez cette affaire, bien sûr, comment ensuite le ministre de l'Intérieur de l'époque, Cazeneuve, reçoit un certain nombre de personnes comme vous qui sont, j'allais dire, entre guillemets, condamnées à mort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Écoutez, l'État nous protège. Et je suis très reconnaissant aux ministres, aux policiers qui m'ont protégé, qui font que je suis toujours là, ainsi que tous ceux qui ont été soutenus par l'État et par la République pour qu'on puisse continuer à s'exprimer. Je raconte dans le livre justement un entretien avec Salman Rushdie à Princeton, à un dîner, où lui-même n'avait pas du tout été protégé de la même manière. Et on lui faisait reproche au Royaume-Uni d'être la cause de tout. Vous n'auriez pas dû jamais faire ça, vous n'auriez jamais dû faire ça, vous devez tout payer, etc. Alors que ici, il y a vraiment eu une prise en charge par la République du droit à la liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose qui était formidable. Dans notre malheur, je crois ça nous a beaucoup soulagés. Cette, entre guillemets, condamnation à mort est venue alors que vous ayez donné une conférence en prison. Vous le savez aujourd'hui. Oui, enfin, je le suppose, c'est la déduction, mais justement, le procès va faire la lumière là-dessus. J'avais été invité à la prison de Villepinte à la demande d'une association d'incarcérés pour faire une conférence sur les questions d'islam contemporain, parce qu'ils en avaient marre de se faire endoctriner par un recruteur de Daesh qui avait envoyé plusieurs personnes à la mort déjà en Syrie, et qui faisait du prosélytisme par les jeunes détenus. Et donc, cette association m'a invité, j'ai parlé de ce que j'étudiais, de ce que je fais, et sans être particulièrement militant dans un sens ou dans un autre. Mais le fait même que je tenais sur ces phénomènes un autre propos que le djihadiste, si vous voulez, le mettait en porte-à-faux, et il perdait le monopole de la parole sur l'islam. Donc il m'a commencé à m'attaquer très violemment. Et puis, à la fin, j'en ai eu marre et je lui ai répondu en arabe. Littéral, il n'a pas compris. Donc, je me suis traduit ensuite en français et les autres se sont tous foutus de lui. Et ça a fait un drame. Et je comprends qu'après, il a téléphoné, parce que tout le monde a des téléphones en prison, même si ce n'était pas autorisé, mais on peut les écouter comme ça, à Daesh, à ce fameux Rachid Kassem, en disant il faut se débarrasser de ce type. Et est-ce que c'est comme ça que, quelques temps plus tard, est arrivé mon nom avec le journaliste que les gens voyaient en prison à la télé dans la liste qu'a lu la Rossi Aballa? C'est justement ce que j'attends beaucoup du procès, qu'on élucide cette question, oui, entre autres choses. Bien sûr. Vous avez donc été l'objet de cette menace de mort et vous allez être également ostratisé, on va dire même, mis dehors des universités, de l'école normale. Et finalement, quelque part, vous vous êtes senti rejeté.
Oui, jusqu'à un certain point, puisque bon, j'ai un public, ce livre a de nombreux lecteurs, et puis j'ai beaucoup de collègues, et j'ai formé de nombreux étudiants, mais effectivement, aujourd'hui, analyser ce genre de choses de manière objective, c'est assez mal vu. Et on préfère, bien sûr, dans l'université, désormais, se mettre dans le cadre du décolonialisme, de la nouvelle religion woke, si vous voulez, où on ne critique absolument pas ce qui vient de cet univers, on ne prend pas de distance, on est du côté de ceux qu'on suppose être les opprimés. Et ça, je crois que ça pose un véritable problème parce que la question djihadiste, qui heureusement a baissé en intensité après la destruction de Daesh, on a bien vu avec l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, un professeur décapité devant son collège, celui qui transmet les valeurs de la République par un djihadiste tchétchène, à la suite non pas de la mobilisation d'une organisation, mais dans ce que j'ai appelé du djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire à partir de choses qu'il voit sur les réseaux sociaux auxquels il réagit parce qu'il a été socialisé dans ces groupes. Tout ça, ce sont des enjeux qui sont importants et qui posent la question de la violence dans notre société. Vous voyez, il y a eu 2 jours avant l'ouverture du procès de Magnanville, une manifestation qui a dégénéré avec des gens qui ont voulu taper sur des policiers qui étaient dans la voiture et le policier a dû sortir son pistolet pour les intimider avant de partir. Ce sont des éléments qui sont, me semble-t-il, très préoccupants pour le vivre ensemble dans la France d'aujourd'hui. Oui, les polémiques autour de l'abaya récemment et les menaces nouvelles proférées contre la France, les menaces d'attentats qu'on vient d'entendre, faut les prendre au sérieux? Alors, on n'a plus chez Daesh et encore moins chez Al-Qaïda la même capacité de projection qu'il y avait quand Al-Qaïda a fait le 11 septembre 2001 et quand Daesh a semé la mort en France avec des jeunes qui étaient partis d'un certain nombre de cités ici, allés en Syrie ou en Irak, revenus via la Belgique, les Balkans, en France. Si vous voulez, ce tissu-là n'existe plus comme tel. Mais précisément, à travers l'Internet, à travers les influenceurs qui se multiplient et qui expliquent qu'au fond, il ne faut pas faire allégeance à la société française, il faut pratiquer ce qu'on appelle dans la doctrine djihadiste el-wala ou al-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance exclusivement à la loi divine dans son acceptation la plus rigoriste, la plus intégriste telle que vécue par eux, et le bara'a, c'est-à-dire se désavouer avec la société française, ça crée les fondements de ce que le président Macron avait appelé le séparatisme. Et à partir de là, il est licite finalement d'aller piller les biens des mécréants, de mettre à mort les apostats, c'est-à-dire les musulmans qui ne suivent pas les salafistes. Et ça, c'est véritablement un très grand danger pour la pérennité de notre société. Oui, vous appelez votre livre « Prophète en son pays ». Nul n'est prophète en son pays, et on l'a bien compris, pas vous. Vous aviez fait un rapport au Premier ministre qui a fini à la poubelle. Vous avez l'impression que de ne pas être entendu, en quelque part, il y a une sorte de cécité dans la société française par rapport à ces questions. Écouté, mais pas forcément entendu. Et puisque, bon, après 40 ans de carrière, quand même, j'ai une certaine surface et j'ai accès à un certain nombre de personnes, bien sûr. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que même si nos plus hauts dirigeants ont de la bonne volonté, ensuite, la machine administrative va noyer tout ça dans la procédure et rien ne se produit. Vous voyez, j'avais fait récemment un rapport pour le président sur l'interaction entre les pays d'origine du Maghreb et de la Turquie et un certain nombre de départements dans lesquels ces populations étaient présentes. Comment faire pour fluidifier les choses, faire en sorte que diplomatie et corps préfectoral travaillent mieux ensemble. Ça a été tout à fait apprécié en haut lieu, mais ensuite les préconisations ont été noyées dans la bureaucratie. Et on a le sentiment que malheureusement dans notre pays, on ne peut véritablement mettre des mesures en place qu'après coup. Et alors que l'anticipation est un enjeu évidemment fondamental pour éviter de revivre les drames que nous avons vécus. Vous racontez aussi dans ce livre vos débuts, jeune trotskiste, quand vous prenez le véhicule pour vous rendre pour la première fois dans ces terres, où vous allez découvrir finalement ce qui se passe aujourd'hui, finalement le vivre d'une certaine façon. Vous diriez aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'islamo-gauchisme, on entend une certaine gauche accusée de cela. Vous répondez quoi? Vous dites au fond, il y a une dérive ou il n'y a pas de dérive?
Moi, je suis effectivement très préoccupé parce que, comme vous l'avez dit, quand j'étais lycéen, puis étudiant, mais surtout lycéen, j'étais trotskiste. Et quand je suis parti en Égypte, par curiosité, pour voir qu'est-ce qui se passait un peu avant l'assassinat de Sadat, qu'est-ce que c'était ces jeunes qui se laissaient pousser la barbe. Nous, on avait celle de Che Guevara, eux, c'en était une autre, dans les universités égyptiennes, contre Sadat à l'époque. Qu'est-ce que ça signifiait? J'ai essayé de comprendre par curiosité, vous voyez, puisque finalement, ça ressemblait un peu à ce qu'on faisait nous. Ils mettaient les facs en grève, il faisait des prises de parole, etc. J'allais écouter ce qu'il disait, j'avais appris l'arabe entre-temps. Et quand j'ai étudié ça, personne ne m'a pris au sérieux, même trouvé que ce n'était pas à faire. J'allais justement détourner les masses de la juste mobilisation anti-impérialiste. Et puis, pendant que j'étais là, Sadat a été assassiné par ceux-là même que j'étudiais. Et ce sujet est devenu, si vous voulez, central, si vous voulez, alors qu'au départ, il était mis de côté. Et je crois qu'aujourd'hui, on donne l'impression qu'on découvre ce genre de choses. Et quand je vois, par exemple, comment certains hommes politiques ou femmes politiques aujourd'hui essayent d'assigner dans leur identité d'origine les populations des banlieues originaires du monde musulman et se font leurs défenseurs au sujet, par exemple, du port de l'abaya. Ça m'étonne parce que quand j'étais moi-même d'extrême gauche, quand j'étais jeune, nous avions une vision universaliste de la société. On n'aurait jamais imaginé d'enfermer dans une identité d'origine dont on ne pouvait plus s'émanciper et sortir, des populations considéraient que les uns étaient juifs et devaient être perçus comme juifs, les autres musulmans comme musulmans, les autres chrétiens contre chrétiens. On avait une vision complètement différente des choses et je suis assez effaré que ceux-là même qui partageaient ces idéaux de notre jeunesse, aujourd'hui, finalement, pour ramasser des fromages électoraux, assignent la société à une espèce de fragmentation et remplacer la lutte des classes auxquelles on croyait en temps par une espèce de lutte religieuse et de lutte identitaire. Et ça, je pense que c'est très préoccupant. C'est un véritable défi pour nos sociétés aujourd'hui et pour notre République et pour le concept même de laïcité sur lequel elle est basée. Oui, l'assimilation. Vous vous racontez finalement les populations, notamment d'Algérie, qui viennent en France, comment les choses se passent avec le passé colonial et d'une certaine façon, comment la difficulté dès le départ, en plusieurs phases, va se passer pour arriver aujourd'hui, au fond, à ce que vous décrivez comme une non-assimilation d'une partie de cette population. Oui, ce qui est très frappant, c'est que ce n'était pas du tout le cas autrefois. C'est-à-dire qu'on a vu que les enfants des primo-arrivants après les années 60 ont fait généralement des carrières extraordinaires, notamment grâce à l'école publique. On connaît tous des jeunes gens, d'ex-jeunes gens et d'ex-jeunes femmes de notre âge qui étaient avec nous à l'école, dont les parents venaient d'Algérie pour travailler, issus de familles nombreuses, et qui, grâce à l'école, grâce au savoir, grâce à la maîtrise de la langue française, des connaissances, sont devenus très prééminents dans la société française, qu'ils soient chef d'entreprise, journaliste, écrivain, hauts fonctionnaires. Ça n'est plus du tout une surprise aujourd'hui. Et ce qui est frappant, c'est que les générations suivantes, qui sont nées ici nettement plus tard, ont été, à partir des années 2000, enfin, c'est vraiment le 11 septembre 2001 qui a été une onde de choc, qui a suscité une sorte de renversement d'un certain nombre de certitudes. Comment est-ce que cela a finalement commencé à semer un certain nombre de graines de discorde, de ce qu'on appellerait en arabe la fitna, à l'intérieur des sociétés européennes et notamment de la société française. Et bien sûr, ça c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant pour notre avenir. Et parce que l'objectif quand même, c'est que quelles que soient les différences entre tous ceux qui sont présents dans le corps social et politique, ce qui nous rassemble, ce qui nous fait comme nation, soit supérieur à ceux qui nous divisent. Et quand j'entends certains comportements, quand j'entends par exemple l'accusé au procès de Magnanville, dont vous avez parlé tout à l'heure, déclarer hier dans le box que pour lui, sa vision de l'islam était totalement incompatible avec la démocratie française, évidemment, ça pose un très gros problème. Oui, vous dites à un moment, un tournant, vous en avez parlé, c'est la fatwa contre Salman Rushdie et l'affaire du voile en France. Il y a plusieurs tournants, mais celui-là était un tournant important selon vous. Oui, c'est l'année 1989 où,
En fait, l'armée rouge est obligée de quitter Kaboul parce qu'elle a été vaincue par des moudjahidines sunnites afghans financés par les sunnites du Golfe et aidés par la CIA. Mais personne ne s'en rend compte parce que la veille, le 14 février 89, Khomeini fait une fatwa appelant à mettre à mort Salman Rushdie pour tirer le tapis sous le pied de ses rivaux sunnites et dire « c'est moi, le héros, le défenseur des musulmans oppressés à travers le monde ». Et ça obnubile toute l'attention à l'époque. Et même moi qui suivais ces questions, j'avais 34 ans à ce moment-là, j'étais quand même un peu informé déjà, je n'ai pas prêté attention au retrait de Kaboul parce que la guerre médiatique a été gagnée par Khomeini. Et pour beaucoup de djihadistes sunnites, il fallait prendre une revanche contre cela. Et le 11 septembre, c'est quelque chose qui fait encore plus de barouf médiatique que Khomeini et qui va avoir des effets très importants. Les deux d'ailleurs, parce que la fatwa de Khomeini, qui était au départ quelque chose qui permettait à l'islam chiite de l'emporter sur l'islam sunnite en termes d'audimat, si j'ose dire, a été reprise en main dans le monde sunnite. Et les suites de la fatwa de Khomeini, ça a été l'affaire des caricatures au Danemark, ça a été l'assassinat à Charlie Hebdo le 7 février 2015 par les frères Kouachi et jusqu'à la décapitation de notre collègue Samuel Paty. Oui, donc il y a eu des graines qui ont été semées et qui ont fait effet sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif. Même si Daesh a été anéanti par les bombardements de la coalition, s'il y a eu des peines de prison très importantes, néanmoins, je crains que le feu ne couvre sous la cendre si l'État et la société ne prennent pas les bonnes mesures pour essayer de favoriser une intégration sociale et culturelle plus puissante et mettre hors d'état de nuire ceux qui se sont livrés aux exactions que vous avez mentionnées. Oui, il y a une sorte, encore une fois, de cécité où on ne veut pas voir. Vous parliez notamment de Mohamed Merah, à l'époque jugé loup solitaire, et donc vous vous insurgez évidemment sur cette vision-là, qui était, dites-vous, une vision erronée des choses. Oui, il y a toujours ce prisme. Non, c'est beaucoup mieux, parce que moi j'avais en 2008 dans un livre qui s'appelait Terreur et martyrs, puisque ce livre raconte un peu ce que j'ai écrit et essaye d'incarner cette histoire à partir de mon expérience, mais en racontant ce qui s'est passé dans le monde et dans mon domaine depuis là. En 2008, j'avais expliqué comment l'idéologie qui deviendrait celle de Daesh, sous la plume d'un Syrien qui était à l'époque en France, qui faisait ses études à Jussieu, à l'époque où le philosophe Gilles Deleuze était à la mode et avait développé son idée du rhizome révolutionnaire, c'est-à-dire il ne fallait pas faire la lutte des classes telle que le voulait le stalinisme, si vous voulez, mais déclencher des éléments de guerre civile, un cycle de provocation, puis de répression, de solidarité pour détruire les sociétés de l'intérieur. Deleuze avait vu ça comme une sorte de séquelle de mai 68, et Souris, je ne sais pas s'il s'en est inspiré, mais a fait un peu la même chose en disant Al-Qaïda vise trop gros, veut détruire les tours jumelles, c'est de l'hubris, il faut davantage faire de la désobéissance civile, attaquer des gens, tuer des Européens, après il y aura des pogroms en réaction, et comme ça, tous nos co-religionnaires se mettront sous notre bannière. C'est ça son calcul et c'est ça qui a enclenché Daesh. C'était la logique. Merah était le premier, si vous voulez, à mettre ça en œuvre. Et quand ça se produit en 2012, moi j'avais 4 ans avant traduit ces textes, le patron du renseignement dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est au moment de l'élection Sarkozy-Hollande, enfin de la fin de l'opposition qui opposait Sarkozy et Hollande, qui a été gagnée par Hollande en 2012. Le patron du renseignement, Nicolas Sarkozy, dit « circuler, il n'y a rien à voir, ce sont des loups solitaires ». Et donc là, on voit un exemple typique d'un très haut fonctionnaire en charge de la sécurité des Français qui, par manque de connaissances, espérons que ce n'est pas pour d'autres raisons, mais au moins par manque de connaissances, ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, 3 ans plus tard, on aura Charlie Hebdo. Mais aujourd'hui, ça s'est considérablement amélioré, notamment dans le domaine policier, dans le domaine judiciaire aussi, puisqu'on a le parquet national antiterroriste qui aujourd'hui connaît parfaitement les dossiers. Et on le voit là, avec le procès de Magnanville, avec les propos de l'avocat général, par exemple. Oui, vous racontez aussi dans ce livre comment Michel Houellebecq vous demande de lire le manuscrit qu'il s'apprête à publier quelques jours avant l'attaque contre Charlie Hebdo, hein, et qui s'appelle Soumission.
Oui, ça m'a beaucoup frappé ouais. parce que l'éditrice m'avait demandé de lire le texte pour vérifier qu'il n'y arriverait pas ce qui était arrivé à Salman Rushdie. Et le texte, je l'ai lu tout de suite et il ne touchait pas à, disons, aux choses sacrées en islam. Il parlait d'autre chose. Donc il n'y avait pas motif à ce qui a été reproché à Salman Rushdie. Et ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai trouvé qu'il était remarquablement bien informé. Bon, après, j'ai compris qu'il avait lu mes livres, il l'a d'ailleurs dit lui-même. Mais surtout, ce qui était frappant, c'est comment l'écrivain de fiction était capable d'avoir une vision beaucoup plus prégnante. Et le jour où est sorti Soumission, c'était le 7 janvier 2015. Il passe à la radio le matin et quelques heures plus tard, dans la même matinée, les frères Kouachi vont à la rédaction de Charlie Hebdo et commettent le massacre que l'on connaît. Et c'était très frappant. Il était déjà arrivé avec son livre Plateforme, qui décrivait en anticipation une scène type 11 septembre, mais en plus petit en Asie du Sud-Est. Et là, le jour même, à quelques heures près, la réalité dépasse, comme on dit, la fiction sur un mode tragique. Oui, et il a prévu, dans une interview récente qui a fait polémique, le même Michel Houellebecq, des émeutes en France, des réactions des Français contre l'islam, et qui finalement, il est revenu là-dessus, mais c'était encore quelque chose pour vous de prémonitoire? Alors, je crois que Michel Houellebecq, sans lui faire offense, il est romancier. Oui. On peut apprécier ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas quand il est romancier, mais je pense que c'est bien s'il se tient au roman. Après, quand un romancier part dans un autre registre, qui est celui parfois d'autres que lui l'ont fait bien sûr, mais la polémique publique dans des revues, sans être basée sur son corps de métier qui est la fiction, là peut-être qu'il sort un peu de sa spécialité. Oui, comme certains disent, un jour une guerre civile en France? Oui, je crois que c'est allé trop vite. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des ferments de ce que le président a appelé de séparatisme qui sont présents. Et il me semblerait vraiment très important de tout faire pour que notre société ne retombe pas dans ce qui s'est passé au moment où Daesh faisait ses crimes. Et pour ça que je suis très inquiet quand je vois que certains leaders politiques n'hésitent pas à souffler sur les braises. Dans une perspective électorale. Vous pensez à qui? On a bien vu ce qui s'est passé récemment avec ceux qui défilaient en écharpe tricolore au moment où il y avait à côté les attaques contre le véhicule de police. C'est-à-dire la France insoumise? Oui, principalement cette mouvance-là qui aujourd'hui n'a plus aucune distance critique par rapport à des phénomènes que Mélenchon lui-même, il y a quelques années, vouait aux gémonies. Et il a fait, on l'a vu, on se souvient de Mélenchon expliquant en des termes d'un laïcisme extrême que le voile était une chose épouvantable, la soumission de la femme, etc. Et aujourd'hui, pour des raisons électorales, faire un virage à 180 degrés et faire des pétitions pour le droit à porter la baya à l'école. Oui, Gilles Kepel, prophète en son pays, vous êtes sûr? Nul n'est prophète en son pays, oui. C'est bien l'astuce du titre. Et au fond, vous aimeriez que tout ce que vous racontez n'arrive jamais, au fond, de ne pas être ce prophète-là? Oui, personne n'a envie d'être un oiseau de mauvais augure, ni une Cassandre. Mais par-delà mon cas personnel, je crois que c'est un plaidoyer pour le fait que la société et les institutions prennent davantage au sérieux la connaissance. Et malheureusement, ce que je vois, c'est que ça n'est pas le chemin que ça prend. Et qu'aujourd'hui, notre université est de plus en plus soumise à l'idéologie woke, un peu comme on l'était à l'idéologie marxiste ou gauchiste de ma jeunesse, dont j'étais d'ailleurs en partie coupable, si j'ose dire, et qu'au lieu de voir la société telle qu'elle fonctionne, on se la représente à travers un prisme idéologique qui fausse notre perception du réel. Merci Gilles Kepel. Prophète en son pays et publié aux éditions de l'Observatoire. Il faut ajouter qu'il y a de l'humour aussi dans ce livre. C'est pas facile sur ces sujets-là, mais il y en a. Merci Gilles Kepel d'avoir été avec nous. Merci à vous.